Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien avec ce temps torride. Vraiment, à Marrakech, au moins, il fait extrêmement chaud. Mais je vais quand même essayer de m'efforcer pour vous proposer le corrigé de la deuxième partie sur les ondes. Donc je vais commencer par là où je me suis arrêté dans la vidéo de la première partie, dont le lien, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, va être sur la description de la vidéo. Bien, donc je me suis arrêté à cet exercice qui étudiait la propagation des ondes sonores. Donc on dispose d'un tuyau de canalisation de cuivre, on vous donne sa longueur, 375 mètres. Une personne A située à l'une des extrémités du tuyau, que je vais représenter par le jaune, par le bleu, frappe un coup d'un marteau. Une seconde personne, c'est le monsieur en jaune, situé à l'autre extrémité du tuyau, perçoit deux coups décalés. Donc celui-là frappe une seule fois, un bruit, celui-là il entend deux bruits qui sont décalés d'une durée de temps égale à une seconde. Et on vous dit quelques questions. La célérité de son dans le cuivre, laquelle de ces trois valeurs? Donc d'abord on va répondre à cette question. Donc quelle est la célérité du son dans le cuivre? Bien, donc première question, pourquoi, comme je disais, pourquoi la personne en jaune va entendre deux coups alors que celui-là a frappé une seule fois? Bien, tout simplement pourquoi? Parce que vous avez une onde sonore qui va se propager dans deux milieux différents. Il va se propager à travers le tuyau en cuivre et il va se propager aussi avec l'air qui entoure le tuyau. Et la vitesse du son dépend du milieu. Donc, le son, ou bien l'onde créée ici, va arriver va mettre deux temps différents pour parcourir la même distance qui sépare les deux personnes. Et donc, il suffit d'écrire que, donc voilà l'onde qui a traversé, ou bien qui s'est propagée dans le cuivre, il va arriver la première. Ensuite, l'onde qui s'est propagée dans l'air, donc va mettre un temps plus long. Pourquoi? Parce que la vitesse de propagation du son dans le solide elle est plus grande que dans l'air. Bon, il suffit d'écrire maintenant la relation entre la vitesse, le temps qu'a mis l'onde qui s'est propagée dans l'air, c'est L sur la vitesse du son dans l'air. Et pour le cuivre, c'est la même distance, mais sur la vitesse dans le cuivre. Bon, la différence de ces temps, c'est bien sûr ce qu'on appelle les taux. C'est le temps mis dans l'air par moins le temps mis dans le cuivre, parce que c'est dans l'air où l'onde va mettre plus de temps, parce que c'est là où la vitesse est plus faible. Et donc, ça vous donne L, facteur de 1 sur VR moins 1 sur V cuivre. Vous connaissez, on va déterminer V cuivre bien sûr, c'est VR fois L sur L moins taux fois VR. Donc vous connaissez tout, L c'est 375 mètres. La vitesse dans l'air, on vous la donne ici, c'est 340. Faites cette application numérique et vous allez trouver 3600 mètres par seconde ou bien 3,6 km par seconde. Donc c'est la réponse A. Question 22. On remplace le tuyau en cuivre par un tuyau en aluminium de même longueur. Comment évolue le décalage temporel τ'? Bon, on vous donne une indication, le cuivre est moins rigide que l'aluminium. Ça signifie quoi cette phrase? Ça signifie que la vitesse dans l'aluminium va être plus grande que celle dans le cuivre. Et puisque la vitesse est grande, le temps que va mettre l'onde en se propageant dans l'aluminium va être très très court. Donc le décalage va encore augmenter. Et par conséquent, la bonne réponse c'est C'. Donc C', τ', pardon, c'est la réponse C, ça veut dire τ' est supérieur à τ'. Je continue donc. Une pierre, là vous répondez par vrai ou faux. Une pierre tombe dans un étanche au temps T0 égale à 0, produisant des perturbations à la surface de l'eau. Deux points distants de 25 cm subissent la même perturbation avec un retard de 0,5 secondes. Un pêcheur se trouve sur l'eau à 5 mètres du point de chute de la pierre. Voilà les phrases, des affirmations. C'est à vous de dire est-ce que c'est vrai ou faux. Donc, si on jette une pierre dans l'eau, bien sûr, vous allez avoir des rides circulaires ou bien des ondes circulaires autour du point de chute. Donc, la réponse est vraie. Cette affirmation est vraie.
Une onde progressive mécanique transversale, c'est également vrai, parce que la direction de propagation est perpendiculaire au mouvement qui a créé cette perturbation, c'est-à-dire la chute de la pierre. L'onde mécanique et longitudinale, bien sûr, c'est faux. C'est la première est vraie, automatiquement, celle-là, elle est fausse. La propagation de l'onde s'accompagne de transport d'énergie. Bien sûr, c'est vrai. Et l'onde mécanique s'accompagne de transport de la matière. Et la réponse est fausse. Donc, c'est à peu près les mêmes questions de cours qu'on vous a données cette année au baccalauréat. Bien. Donc là, c'est un exercice qui est très intéressant parce que vous devrez savoir aussi l'ordre de grandeur de certaines grandeurs physiques, comme la vitesse de la lumière dans le vide, la vitesse du son dans l'air, et aussi comment comparer de grandeurs physiques. Bon, première affirmation, on vous dit l'ordre de grandeur de la célérité du son dans l'air, laquelle? Bon, ça c'est une chose que vous devrez savoir, c'est de l'ordre, il est égal à 340 mètres par seconde, donc la plus proche c'est la réponse B, c'est de l'ordre de 300 mètres par seconde. Maintenant, par rapport au son, la lumière elle se propage 10 fois plus vite, 10 puissance 6 fois plus vite, 10 puissance 4 ou bien 10 puissance 8. Donc pour comparer deux grandeurs physiques, il faut faire le rapport. Donc je fais le rapport entre la vitesse de la lumière divisé par la vitesse du son, parce que je fais par rapport au quoi? Par rapport au son. Donc la vitesse de la lumière sur la vitesse du son, ça vous donne 10 puissance 6, donc la bonne réponse c'est C. Bien, je vais prendre le pointeur pour indiquer les bonnes réponses. Donc voilà, la bonne réponse c'est C. Maintenant, parmi les matériaux suivants, celui dans lequel la célérité est la plus grande. Là aussi, c'est des choses à absolument connaître pour les ondes sonores. Ils sont plus vite dans les solides, et pour de solides, plus le solide est dur, plus la vitesse est grande. Donc le solide ici c'est l'aluminium, c'est la plus grande par rapport à l'eau, l'air ou l'hélium qui peut se trouver sur deux états gazeux ou liquides. Mais dans tous les cas, et l'aluminium, donc c'est le seul matériau solide parmi les 4 propositions. Donc la vitesse du son est plus grande dans l'aluminium. Donc le son émis par un haut-parleur est une onde mécanique longitudinale transversale, donc mécanique c'est vrai, le son c'est une onde longitudinale c'est vrai, et progressive. Donc c'est pas une onde électromagnétique bien sûr. C'est quoi une onde électromagnétique? Je répète, une onde électromagnétique c'est une onde qui n'a pas besoin de milieu pour se propager. Il se propage dans le vide. Il peut bien sûr se propager dans un milieu matériel, mais il peut également se propager dans le vide. Il n'a pas besoin de milieu. Une onde électromagnétique, c'est en fait un champ électrique et un champ magnétique variable qui se propage dans n'importe quel milieu. Donc mécanique transversale, stationnaire, bien sûr, il n'est pas transversale. Électromagnétique, il n'est pas électromagnétique. C'est une onde mécanique progressive. Donc la lumière qui nous vient du soleil est une onde. Est-ce qu'elle est mécanique? Donc dès qu'on parle de lumière, donc automatiquement c'est pas mécanique. Donc j'enlève tout de suite la réponse mécanique. Il me reste deux choses, électromagnétique et électromagnétique. Est-ce que la lumière est électromagnétique transversale ou longitudinale? Bien sûr, donc ça je ne sais pas si vous l'avez fait, la lumière c'est une onde électromagnétique transversale. Pendant sa propagation, le champ électrique et le champ magnétique sont toujours perpendiculaires. C'est pourquoi on l'appelle une onde transversale. Autre question 25, on vous dit dans une piscine, là aussi il faut faire attention, un haut-parleur accroché au mur émet dans l'air une onde musicale de fréquence 338 Hz. La célérité du son dans l'eau est VO égale à 1500. Donc pour vous induire en erreur, on vous donne la vitesse du son. Et la fréquence perçue dans l'eau par le plongeur, laquelle? Est-ce que 276, 338, 407, ou il ne peut pas entendre le son qui a été émis dans l'eau? Bien sûr, l'eau peut se propager dans l'eau. Donc, il y a tout de suite à éliminer. Mais là, vous n'avez pas besoin de faire le choix parce qu'il s'agit de quoi? Il s'agit de la fréquence. Or, la fréquence ne change pas lorsqu'une onde passe d'un milieu à un autre. Donc, tout de suite, je réponds par F0. Donc, la fréquence ne change pas. Et vous allez le bien mémoriser parce que c'est une question qui va se répéter plusieurs fois dans cette vidéo. Bon, question suivante, on va s'intéresser aussi aux ondes lumineuses. On vous dit la longueur d'onde de la lumière jaune dans le vide, c'est à peu près 589 nanomètres. La vitesse de la lumière, c'est 3,10 puissance 8 mètres par seconde. Quelle est la fréquence de cette radiation? Donc là,
question absolument à savoir, bien sûr, la relation entre la fréquence, la longueur d'onde et la vitesse dans le vide. Vous avez la relation, bien sûr, F est égal à C sur lambda. Donc la fréquence, c'est la vitesse divisée par lambda. Et dans le vide, la vitesse est égale à C. Et ça vous donne exactement 5 10 puissance 14. Donc c'est une réponse, bonne réponse, vraie. Donc la longueur d'onde augmente lorsqu'il traverse un bloc de verre. Donc toujours la longueur d'onde, lorsqu'il passe du vide vers un milieu quelconque, il ne peut que diminuer. Donc il ne peut pas augmenter. Pourquoi? Parce que la longueur d'onde est égale à la longueur d'onde dans le vide divisé par n. Or, n, ce qu'on appelle l'indice de réfraction, il est toujours supérieur ou égal à 1. Vous n'allez jamais trouver un milieu d'indice. C'est un milieu, pour les milieux transparents, le milieu n il est supérieur ou égal à 1, parce que n c'est quoi? C'est c sur v. Et comme la vitesse de la lumière, c'est la vitesse maximale qu'on peut atteindre, donc n il est toujours supérieur ou égal à 1. Donc là, à éliminer. Donc sa longueur d'onde dans un bloc de verre n égale 1,5 et est égal à 300. Donc il suffit de faire 589 divisé par 1,5 et vous allez voir que c'est de l'ordre de 393. Donc c'est une bonne réponse. Et enfin, la vitesse de propagation dans le bloc de verre est. Donc vous connaissez l'indice de réfraction. Donc la vitesse est égale à quoi? Est égale à c sur n. Donc vous faites 3 divisé par... Vous laissez 10 puissance 8, 3 divisé par 3 demi, ça vous donne 2, donc 2 10 puissance 8, donc c'est une bonne réponse. Bien. Bien, donc je continue. Donc vous avez maintenant ici figure schéma de diffraction que vous connaissez tous. On vous dit un faisceau de lumière parallèle monochromatique dont longueur de lambda égale à 600 nanomètres. Produit par une source laser, arrive sur une fente, on vous donne la largeur de la fente, ce qui est 0,10 mm. On place un écran circulaire à la distance d égale à 2 mètres et on vous donne la vitesse de la lumière. Donc, quelle est la fréquence de l'onde lumineuse émise par ce laser? Est-ce qu'il est égal à ça? Donc la fréquence, on vient de le calculer. Vous connaissez bien sûr la fréquence, vous connaissez... la vitesse de la lumière, vous connaissez la longueur d'onde, donc vous pouvez calculer la fréquence. Donc la fréquence est égale à c sur lambda et vous allez trouver, je crois, la bonne valeur. Ensuite, l'écart angulaire entre le milieu de la tâche centrale et la première extinction est donné par a sur lambda. Est-ce que c'est vrai? Donc là, faites attention, c'est a sur lambda, c'est faux. Donc l'écart angulaire, c'est lambda sur a, donc c'est l'inverse de ça. La largeur de la tâche centrale égale 1,2 cm. Voilà la largeur. Donc 2 fois lambda d sur A. On vous donne A, on vous donne D. Vous connaissez lambda, il suffit de faire le calcul. Et vous allez trouver une valeur différente. Donc c'est faux. Donc c'est 2,4 et non pas 1,2. Et enfin, lorsque cette onde lumineuse se propage dans l'eau, la fréquence de cette onde ne change pas. La réponse, bien sûr, elle est vraie. La fréquence ne dépend pas, ne change pas lorsqu'on passe d'un milieu à un autre. Donc, c'est une bonne réponse. Maintenant, je passe à notre exercice, à une autre question. Donc, on considère le système de mesure qui est constitué d'un émetteur et d'un récepteur ultrason fixé sur deux couvercles vissés aux deux extrémités d'un tube étanche. Donc, ici, vous avez l'émetteur. Ici, l'émetteur. Et là, vous avez le récepteur. Et on vous donne la longueur d'onde du tuyau. D'accord? La distance, c'est 1 mètre. Et on observe sur l'oscillogramme des tensions émises et reçues. Donc la tension émise et la tension reçue par l'émetteur. Par l'émetteur et par le récepteur. Reçue par le récepteur. Et on vous dit, on remplace l'eau. Donc ça, c'est la distance dans l'eau. C'est le schéma à obtenir dans l'eau. Ici, on remplace l'eau par un autre liquide, on constate que le décalage devient 0,9 millisecondes. D'accord? Et voilà, on prendra la vitesse du son dans l'air, des ultrasons dans l'air, c'est de l'ordre de 300 mètres par seconde. Voilà les questions à répondre par vrai ou faux. Donc la fréquence des ultrasons utilisée, c'est 2,10 puissance 5 Hz. Bon, pour calculer la fréquence, il faut connaître la période. Comment déterminer la période à partir de ça? Faites attention ici, vous avez un signal qui se répète. Donc voilà le signal élémentaire. C'est une montée suivie d'une descente. Ensuite, vous avez un deuxième signal.
Ensuite, vous avez un troisième signal. Donc, combien de périodes G dans ce salve-là? Donc, G 1 jusque-là, 2 jusque-là, 3 jusque-là, plus la moitié. Donc, j'ai 3,5 périodes. Donc, 3,5 périodes correspond à 0,1 milliseconde. Donc, je peux déterminer la période. C'est 0,1 sur 3,5 millisecondes. C'est quoi la fréquence? C'est l'inverse de la période. Donc 1 sur 100, c'est-à-dire 3,5 divisé par 0,1 qu'il faut convertir en secondes, parce que ça c'est en millisecondes, et ça vous donne exactement la même, une valeur différente. Donc au lieu de, vous faites attention, au général vous trouvez des valeurs très proches. Donc au lieu de 10 puissance 5, la valeur exacte, c'est 3,5 10 puissance 4, donc la réponse elle est fausse. Mais vous laissez ça, peut-être vous aurez besoin dans les questions suivantes. Donc la célérité de propagation des ultrasons dans l'eau est, donc vous connaissez pour calculer la vitesse, bien sûr, la vitesse c'est la distance sur le temps. On connaît la distance parcourue, c'est 1 mètre. Le temps, il est donné ici, c'est le décalage entre l'émetteur et le récepteur, c'est 0,6 millisecondes. Donc la vitesse, c'est la distance sur taux, ça vous donne 1666 au lieu de 1800. Donc la réponse, elle est fausse. La célérité de propagation des ultrasons dans le milieu liquide a augmenté. Est-ce que c'est vrai ou faux? On va comparer. Le décalage horaire dans le liquide, c'est 0,9, alors que dans l'air, c'est 0,6. Donc si le décalage temporel, pardon, c'est pas le décalage horaire, le décalage temporel, c'est-à-dire le temps entre l'émetteur et le récepteur a augmenté, comme la vitesse il est inversement proportionnelle à taux, bien sûr, la célérité va diminuer et non pas va augmenter. Donc, c'est une autre fausse réponse. Et enfin, on réalise une expérience identique dans un tube rempli d'air. Le décalage est ça. Bon, là, vous avez l'air, vous avez la distance, vous connaissez la vitesse de l'air. Donc, vous pouvez calculer taux, c'est D sur V. Et vous allez trouver une valeur, bien sûr, différente de 3 secondes. C'est aussi une fausse réponse. Donc, vous avez F4, mauvaise réponse. Bien. Donc, autre question sur la lumière. On vous dit la longueur d'onde de la lumière jaune dans le vide, c'est 589 nanomètres. La vitesse de la lumière est C 3 10 puissance 8. Quelle est la fréquence de radiation? Bon, on l'a déjà fait plusieurs fois. Donc, la fréquence est C sur lambda. Vous comparez et vous allez trouver peut-être la bonne réponse. Donc, la fréquence est C sur lambda. Sa longueur d'onde augmente lorsqu'elle traverse un bloc de verre. Donc, on a déjà démontré ça. La longueur d'onde diminue et non pas augmente lorsqu'elle passe du vide dans un milieu matériel d'indice n. Il est plus exactement égal à lambda 0 sur n. La longueur d'onde dans le bloc de verre d'indice n et lambda est égal à ça. Donc il suffit de prendre lambda 0, vous divisez ça par 1,5. Si vous trouvez ça, c'est bon. Sinon, c'est faux. La vitesse de propagation dans le bloc de verre est 2 10 puissance 8 mètres par seconde. Et c'est une bonne réponse parce que la vitesse c'est C sur N. Et 3 divisé par 3,5, ça vous donne 2 10 puissance 8. C'est bonne réponse. Quand une onde de fréquence donnée se propage du vide vers un milieu transparent, donc là, vous passez du vide vers le verre. Donc là, un milieu d'indice 1 vers un milieu d'indice N. Pardon, vers un milieu d'indice N. La fréquence, est-ce qu'elle change? Non. La couleur c'est la fréquence, la même chose, elle ne change pas. La vitesse, est-ce qu'elle change? Oui, pourquoi? Parce que dans le vide, la vitesse c'est C, dans un milieu matériel, c'est C sur N. C sur N. La période, est-ce qu'elle change? C'est quoi la fréquence? C'est l'inverse de la période, donc elle ne change pas. Et aucune de ces grandeurs ne change pas, donc bien sûr, il y a des grandeurs qui changent, donc on va noter uniquement la fréquence. Donc voilà, la fréquence et la couleur et la période ne changent pas. Par contre, la vitesse change. On passe à notre exercice sur le prisme. Et là, je vais rappeler beaucoup de choses sur le prisme. Donc d'abord, deux choses. Quand la lumière passe d'un milieu d'indice 1 à un milieu d'indice 2, on peut poser cette question par exemple, est-ce que le rayon va se rapprocher de la normale ou bien va s'éloigner de la normale? Donc tout dépend de N1 et N2. Donc si vous avez par exemple N1 est supérieur à N2, donc je suis dans le N1 est supérieur à N2, ça veut dire θ1 va être plus petit que θ2, parce que N1 sinus θ1 égale à N2 sinus θ2. Donc là c'est le cas où N1 est supérieur à N2.
Si par hasard vous avez N1 est plus petit que N2, l'inverse, le rayon va se rapprocher de la normale. Et les lois de Descartes, N1 sinus I1 égale à N2 sinus I2, notez bien, I1 c'est l'angle entre la normale, la perpendiculaire, qui sépare le milieu 1 du milieu 2 et le rayon incident. C'est ça ce qu'on appelle l'angle I1. C'est quoi l'angle I2? C'est l'angle entre la perpendiculaire et le rayon réfracté. D'accord? Donc là, on l'appelle une réfraction. Donc c'est ça l'angle I2. Si je prends le prisme, vous avez deux interfaces. Vous avez une interface entre l'air et le milieu d'indice N. Et ici, vous avez une interface entre le milieu d'indice N et l'air. Donc imaginons un rayon lumineux qui arrive sous incidence I. On applique les lois de Descartes. N1 fois sinus I est égal à N fois sinus R. Et je calcule R. R, c'est quoi? C'est l'angle entre la normale, la perpendiculaire et le rayon réfracté. Donc voilà le rayon, voilà le rayon réfracté. Maintenant, je fais la même chose sur cette interface. Je trace d'abord la perpendiculaire à l'interface. Donc voilà le rayon incident. Donc la relation sur cette interface, c'est quoi? C'est N fois sinus R' est égal à 1 fois sinus E', parce que là, c'est l'air. Et E', c'est l'angle entre la perpendiculaire et le rayon réfracté. D'accord? Maintenant, c'est quoi l'angle de déviation? C'est l'angle entre la direction de l'angle du rayon incident. Voilà la direction du rayon incident, c'est celle-là. Et voilà le rayon qui est à la sortie du prisme. Et l'angle entre les deux, c'est ce qu'on appelle l'angle de déviation. Et il est donné par I1 plus I2 moins 1. Bien, maintenant je reviens à l'exercice. À la question. Là, la question, elle est très simple. Parce qu'on vous dit que le rayon incident arrive sous incidence normale, c'est-à-dire I égale à 0. Un rayon qui arrive perpendiculairement à cette surface. Ça veut dire quoi? Ça veut dire I égale à 0. Donc, si vous appliquez les lois de Descartes, c'est quoi sinus 0? Sinus 0 est égal à... Donc, sinus 0, c'est 0. D'accord? Donc, N sinus 0, c'est 0, est égal à N sinus R. Donc, sinus R égale à 0, donc R égale à 0. Donc, le rayon va continuer son chemin. Donc, il va être ici aussi perpendiculaire. Parce que R aussi est égal à 0. Donc, vous avez I égale à 0 et R égale à 0. Donc, arrivant sur cette interface, on va appliquer les lois de Descartes. Vous avez N sinus R, le rayon maintenant d'incidence sur cette interface, sur le rayon entre le rayon incident et la perpendiculaire, doit être égal à sinus I2. Parce que l'indice ici, c'est 1. Et I2, c'est l'angle entre la perpendiculaire et le rayon qui est à la sortie du prisme. Et vous voyez ici que l'indice de ce milieu, il est plus petit que celui-là, et l'angle, il est plus grand que celui-là. D'accord? Donc là, vous appliquez juste les lois de Descartes pour déterminer I2. Donc pour déterminer, la question d'abord, c'est quoi? C'est déterminer l'angle de déviation. Donc pour coller l'angle de déviation, c'est I1 plus I2 moins A. Mais ici, I1 égale à 0. Donc il vous reste D est égal à I2 moins A. D'ailleurs, I2 moins A. Donc il suffit de connaître I2. Donc j'applique les lois de Descartes. N sinus R' égale à sinus I2. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire 1,415 multiplié par sinus R'. Et R', vous allez déterminer juste par la géométrie. Ici, vous avez 60. Ici, vous avez P sur 2. Et donc ici, vous avez 30. Et par conséquent, ici, vous avez 60. Donc N sinus 60 est égal à sinus I2. Et vous allez vérifier que I2, c'est 45. Donc vous faites 45 moins 30 et vous allez trouver 15 degrés. Bien, donc je répète, pour le prisme, voilà les choses à connaître, c'est les lois de Descartes. Donc si vous connaissez l'angle d'incidence, vous pouvez déterminer l'angle de réflexion ici, de réfraction, en appliquant N sinus I, 1 fois sinus I est égal à N sinus R, et inversement, si vous connaissez R, vous pouvez déterminer I, la même chose sur cette interface. Si je connais R', je vais déterminer E' et inversement. Et si je connais A, I, I1, I2, je peux déterminer l'angle de déviation. Voilà. Bien, donc maintenant je passe aux ondes infrasonores. Ce qu'on appelle les ondes infrasonores, ce sont les ondes dont la fréquence est inférieure à 20 kHz. Ah, inférieure à 20 Hz, pardon. Donc ceux-là, ce sont des ondes qui sont utilisées par les éléphants pour communiquer entre eux. Donc qu'est-ce qu'il fait pour cela? Il émet un infrason. Un autre éléphant situé à une distance L reçoit l'onde au bout d'une durée delta t égale à 70,6 secondes.
la valeur de la célérité de l'infrason dans l'air est. Donc vous voyez, le texte, ça paraît compliqué, mais le principe, c'est simple. Bon, vous connaissez la distance parcourue par l'onde, vous connaissez le temps, donc la vitesse, c'est la distance sur le temps, et ça vous donne 340. Donc la vitesse, c'est L, c'est 24 km divisé par 70,6 secondes, ça vous donne 340 mètres par seconde, donc c'est la même vitesse du son dans l'air. Question 33, onde à la surface de l'eau. Au laboratoire, on dispose d'une cuve à sonde contenant de l'eau immobile, à la surface de laquelle flotte un petit morceau de polystère. On laisse tomber une goutte d'eau au-dessus de la cuve, à l'écart du morceau de polystère. Une onde se propage à la surface de l'eau. Bon, est-ce que c'est une onde mécanique, onde longitudinale, onde transversale? Donc vous répondez par vrai ou faux. Donc mécanique, bien sûr, c'est vrai. Longitudinale, c'est faux. Et transversale, c'est vrai. Bien. L'onde atteint le morceau de polystère. Celui-ci se déplace parallèlement à la direction de propagation de l'onde. Est-ce qu'il se déplace parallèlement à la direction? Donc la direction ici, est-ce qu'il se déplace dans ce sens? Bien sûr, c'est faux. C'est faux. Il se déplace perpendiculairement, oui. Donc quand l'onde arrive, qu'est-ce qu'il va faire le morceau? Il va monter et descendre. Donc vrai. Celui-ci monte et descend verticalement, donc se déplace perpendiculairement à la direction de propagation de l'onde, oui. Vrai aussi, il monte et il descend. Oui. Vrai. Et immobile, bien sûr, c'est faux. Donc on continue avec la question suivante. Donc c'est une question intéressante qui s'intéresse aux ondes le long d'une corde. On vous dit l'extrémité gauche d'une corde est reliée à un vibreur effectuant des oscillations sinusoïdales entretenues à partir d'un instant T0. Donc les graphes 1 et 2 représentent l'état de la corde à une date donnée. Les élongations Y et les abscisses X sont gradées en centimètres, ce qui est important. On néglige le frottement. Voilà la question, donc ça c'est juste les données. Voilà la question. Le graphique 2, celui-là, permet de déterminer la valeur numérique de lambda. Quelle est sa valeur? Bon, là c'est une question simple. Lambda, vous avez Y en fonction de X. Donc c'est la distance entre deux maximums de crête, ou bien entre là. Et là ça vous donne exactement 30 cm, parce que Y en centimètres, donc je coche la réponse B. Maintenant, faire attention, à partir des graphes 1 et 2, déterminer la valeur de la période. Donc, comment déterminer la valeur de la période à partir de ces deux graphes? Quel est le temps qui s'est écoulé entre cet instant-là et cet instant-là? On a pris ces photos-là. Donc, vous voyez, entre T2 égale à 90 et T1 égale à 30, il s'est passé combien? 60 millisecondes. Et pendant ces 60 millisecondes, quelle est la distance parcourue par l'onde? Donc vous voyez que ici vous avez lambda sur 2, ici vous avez lambda plus 1 demi de lambda. Donc la distance parcourue entre cet instant et cet instant, c'est exactement lambda. Donc voilà, c'est là. C'est ce qui s'est ajouté pendant le temps qui sépare 90 et 30. Donc pendant ce 60 millisecondes, le temps qui s'est écoulé, c'est exactement... pendant 60 millisecondes, la distance parcourue, c'est lambda. Donc la période, c'est bien sûr 60 millisecondes. Parce que la période, lorsque la distance est égale à lambda, le temps est égal à t. Est-ce que c'est clair? D'accord? Bien. On connaît maintenant lambda, on connaît la période, détermine la célérité. Donc vous connaissez comment déterminer la célérité. Vous trouvez 5 mètres par seconde. Enfin, dans la même expérience, parmi les graphes 3, 5, 4, 3, 4, 5 et 6, celui qui correspond à l'aspect de la corde à t égale à 180 millisecondes. Donc d'abord, l'aspect de l'onde à un instant t, donc ça va être y en fonction de x. Donc j'élimine celui-là. Donc l'aspect d'un onde, c'est une onde sinusoïdale. Donc il va commencer par y, par 0. Donc quelle est l'une de ces deux courbes-là? Donc il suffit de... Comment on fait? On fait toujours t divisé par la période pour chercher combien de périodes correspond à 180 millisecondes. Donc 180 divisé par 60, ça vous donne 3 périodes. Donc 3 longueurs d'onde. Qu'est-ce qu'on fait? On trace une longueur d'onde, 2 et 3. Et donc c'est la courbe 5.
Donc voilà, il me reste deux petites questions sur la lumière. Donc la propagation de la lumière visible montre, est-ce que c'est une onde mécanique? Donc c'est faux, la lumière c'est pas une onde mécanique, il n'a pas besoin de milieu pour se propager. S'effectue avec une célérité plus petite dans l'eau que dans le vide. C'est normal, oui, la célérité va diminuer parce que la vitesse c'est C sur N, comme N de l'eau est plus grand que N du vide, donc la célérité va diminuer effectivement. S'effectue avec la même célérité dans un milieu dispersif donné, bien sûr non, la célérité ou bien la vitesse dépend de l'indice de réfraction. Enfin, la lumière rouge. Donc là, c'est un schéma qu'il faut absolument avoir à l'esprit. Je l'ai dit plusieurs fois. Le spectre visible, c'est entre 400 et 800 nanomètres. D'accord? Et les fréquences, c'est autour de 400 et 810 puissance 12 Hz. Qu'est-ce qui se trouve sur les frontières de la lumière visible? Pour les grandes longueurs d'onde, c'est l'infrarouge. Pour les faibles longueurs d'onde, c'est l'ultraviolet. C'est rouge, infrarouge, violet, ultraviolet, pour se rappeler. D'accord? Et comme ça, les réponses vont être claires. Donc la lumière rouge correspond à des longueurs d'onde plus grandes que celles de la lumière bleue, c'est normal. Oui. Se situe dans un domaine de fréquence plus petit que celle de la domaine de l'infrarouge. Donc si la longueur d'onde est grande, la fréquence est faible, donc c'est correct. La lumière rouge possède la plus petite fréquence du spectre visible et moins énergétique que la lumière bleue. Donc là, moins énergétique que la lumière bleue, c'est aussi vrai parce que l'énergie est proportionnelle à la fréquence. Donc vous voyez ici la fréquence, et voilà les rayons les plus énergétiques. C'est le rayon gamma. Plus la fréquence est grande, plus le rayonnement est énergétique. Donc les plus énergétiques, c'est le rayon gamma, suivi de rayons X, suivi des UV, suivi de la lumière violette, ensuite la lumière rouge. Donc c'est la moins énergétique du spectre visible. D'accord? Voilà. Et enfin, la lumière visible peut être diffractée. Donc le phénomène de diffraction de la lumière visible par une fente est plus marqué pour une fente de 0,5 que pour une fente de 5. Je pense qu'il entend par la question, si on entend la largeur des taches, c'est vrai, parce que la tache centrale elle est inversement proportionnelle à la largeur. Pour une lumière monochromatique, l'écart du faisceau diffracté par une fente est proportionnel à la largeur. L'écart angulaire θ est proportionnel à A? Non, bien sûr, vous voyez que θ est inversement proportionnel, donc c'est une fausse réponse. Et enfin, l'écart angulaire du faisceau diffracté par une fente de largeur donnée est plus petite pour le rouge que pour le bleu. Il est plus petite pour le rouge, l'écart il est proportionnel à lambda, donc le plus grand écart va être obtenu avec le rouge. Et donc c'est faux. Donc le plus grand écart va être obtenu avec la plus grande longueur d'onde qui est le rouge, d'accord? Donc voilà pour le corrige de cette deuxième partie des ondes. Donc vous avez vu qu'il faut bien faire attention aux relations entre fréquence, longueur d'onde, comment varie la longueur d'onde en fonction de l'indice de réfraction, savoir les résultats du prisme, et bien pour les ondes, des ondes de cordes vibrantes, comment faire la différence entre l'aspect de l'onde à un instant T et l'élongation en fonction de X, comment passer de la période à la longueur d'onde et ainsi de suite. Donc voilà, à bientôt donc pour l'examen, pour un QCM sur le nucléaire. Il est prêt, donc je vais les poster tout à l'heure dès que je retourne, bien sûr. J'attends vos commentaires, bien sûr, comme d'habitude. Essayez de m'envoyer vos commentaires pour savoir si vous profitez de ces vidéos-là. Bonne préparation, bonne chance tout le monde. D'accord, donc peut-être il y a des questions difficiles. Il ne faut pas se décourager, et surtout, sachez que vous passez un concours. Et un concours, l'important, c'est pas d'avoir 20. L'important, c'est de se classer parmi le N étudiants qui vont être acceptés. Donc, c'est une chasse aux notes. Il faut être intelligent pour chercher le maximum de notes. Donc, voilà, il faut essayer de... Donc, c'est toute une méthode. Donc, je vous conseille de se préparer. Prenez un concours, réglez le temps sur 45 minutes et essayez de choisir correctement les bonnes réponses. Donc, toujours là où vous avez plusieurs propositions, d'abord par élimination.
Si j'ai une question ou j'hésite entre deux questions, je peux peut-être laisser mettre point d'intégration, mais barrer d'abord les mauvaises réponses et revenir à la fin, choisir la plus probable. Voilà, bonne chance et à bientôt.